Aujourd'hui sur Caradisiac, Eddy, Clio et moi, on s'est levé très tôt pour partir de Paris pour un grand road trip en dehors de l'Union européenne. Bon, on exagère un peu en fait, on va juste en Angleterre. Et ce road trip, ce sera l'occasion de réfléchir un peu sur l'évolution du marché automobile ces dernières années et sur le profil de la voiture familiale par excellence qui a beaucoup changé. Alors, ce road trip, on le fait avec ceci. Le Renault Austral dans sa version Esprit Alpine. Alors oui, c'est un coloris rouge, on ne savait même pas que ça existait dans cette couleur-là. Allez, c'est parti, on embarque pour Calais où on va prendre l'Eurotunnel. Rendez-vous de l'autre côté de la frontière. Voilà, il est 6h30, il commence un petit peu à faire jour, on roule depuis 45 minutes, autant dire qu'on est quand même un petit peu fatigué. Heureusement, on n'est pas dans une voiture fatigante justement à conduire. Bon, c'est l'Austral ici dans sa version e-tech hybride 200 chevaux avec le fameux pack Esprit Alpine, avec les roues arrière directrices qu'on n'utilise pas beaucoup là sur l'autoroute. Et donc cet Austral, il s'inscrit sur le segment des SUV compacts familiaux qui a été quasiment inventé par le Nissan Qashqai à la fin des années 2000. Depuis, tous les constructeurs sont arrivés pour concurrencer le Qashqai, de Peugeot avec le 3008, à Ford avec le Kuga, en passant par Citroën avec le C5 Aircross. Tout le monde y est, il y a plus de 25 voitures maintenant dans la catégorie, donc c'est énorme, c'est normal puisque les gens n'achètent plus que ça. Et alors, je vais vous parler de Patrick Garcia. Patrick Garcia, si vous lisez Caradisiac depuis très longtemps, vous connaissez certainement son nom. Alors, c'est pas quelqu'un d'intéressant, pas du tout, mais sa voiture personnelle, elle est intéressante. C'est une Renault Laguna de 3e génération et c'est vraiment le genre de modèle qui incarnait parfaitement la voiture familiale par excellence, jusqu'à il y a encore 10 ans. Donc c'était un break qui a beaucoup d'espace, qui est très spacieux, qui a un grand coffre, qui était une voiture très confortable, qui consommait peu aussi dans les voyages avec son moteur diesel. Ces voitures-là, ça n'existe quasiment plus. Chez Renault, la Talisman, elle n'est plus au catalogue, elle ne sera pas remplacée. Les autres constructeurs généralistes ont quasiment tous délaissé le segment des berlines, à part Peugeot, à part Volkswagen qui continuera de proposer la Passat dans sa version break. Mais voilà, aujourd'hui, les gens ils n'achètent plus que des SUV, quel que soit le segment, les voitures petites, compactes, les grosses voitures. Heureusement, les constructeurs, ils arrivent quand même à proposer des prestations de bon niveau pour remplacer ces berlines. On a des voitures qui sont confortables, qui consomment assez peu, malgré l'aérodynamisme qui est moins favorable. Chez Caradisiac, on a toujours tendance à vous conseiller d'aller plutôt vers des voitures classiques pour gagner en prix, pour gagner en confort, en consommation. Mais ces SUV, ils sont devenus plutôt efficients, malgré la haine que vous, les activistes écologiques à ce genre de carrosserie. On commence à se rapprocher de Calais et comme par hasard, il pleut beaucoup. Bon, alors je veux pas rester dans les clichés du nord de la France, la pluie, tout ça, mais bon, force est de constater que c'est quand même pas faux. Après un petit peu moins de 3 heures de route depuis Paris, on a embarqué dans l'Eurotunnel. Alors c'est une solution qui permet toujours de traverser la Manche
en environ 30 minutes pour un prix qui démarre à peu près à une grosse centaine d'euros. Ça dépend de la taille de votre voiture, de l'horaire, etc. Bref, c'est toujours assez pratique quand on veut voyager avec son véhicule. Pour nous, la prochaine étape dans le road trip, eh bien, ce sera, une fois qu'on aura débarqué en Angleterre, de tailler la route jusqu'à Brighton, qui est un endroit qui est devenu un petit peu célèbre et qui est assez sympa normalement à visiter. On a prévu aussi une petite escale avant cela et on va voir ce que la météo aussi nous réserve. A priori, ça devrait être très anglais. On est sorti de l'Eurotunnel et on est sur les routes anglaises. Alors, on a un petit peu de chance avec la météo puisqu'il s'est arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. Et ici, eh bien, on retrouve ces routes anglaises qui sont d'un état un peu catastrophique dans l'ensemble par rapport à nos chaussées françaises à nous. Ici, le tarmac est souvent de mauvaise qualité et la chaussée, elle est très étroite. Alors, on va sur la côte, on va en direction de Brighton et on va s'arrêter à quelques endroits un peu stratégiques dans le Sussex. On va vous montrer des endroits assez sympathiques. Ça fait 1h30 qu'on roulait après la frontière anglaise et on est arrivé dans le Sussex ici pour notre premier arrêt du road trip. On est à Eastbourne, c'est une petite station balnéaire assez connue dans la région. Alors c'est un endroit qui a notamment inspiré le compositeur français Claude Debussy qui apparemment venait trouver son inspiration ici. Alors il y a un style, une architecture très victorienne, c'est vraiment typiquement la station balnéaire à l'anglaise. Derrière moi il y a le fameux pier d'Eastbourne qu'on retrouve beaucoup en photo sur les réseaux sociaux. Bon, c'est une météo toujours très anglaise, mais ici, les Anglais, ils sont habitués au froid. On en voit toujours en short qui se baladent même comme ça au plus fort de l'hiver. Donc voilà, c'est très 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 sympa à voir et on va continuer sur la côte. On est à quelques kilomètres de Eastbourne, au cap Bévésier. Alors ce sont des falaises qui sont assez célèbres ici. Il faut savoir que c'est de la craie, ça fait 160 mètres de haut. C'est assez spectaculaire à voir et le cadre est encore une fois très typique. Bon, je vous cache pas que là on a quand même très très froid parce qu'il s'est remis à pleuvoir et il fait un peu glacial là dans l'air. Donc bon, idéalement, avec un peu plus de température, je pense que ce serait encore plus sympa. Bon, allez, on continue, on va sur Brighton. On continue notre petit road trip et cette fois, on est à Brighton. C'est une grande ville d'1 demi-million d'habitants qui a connu son heure de gloire jusque dans les années 50-60. Après, elle est un petit peu tombée en désuétude, mais c'est un endroit qui est étonnant à voir. On a toujours de vieux bâtiments d'un style typiquement victorien qui côtoient des immeubles beaucoup plus modernes. Et à côté de ça, on a plein de petites choses un peu étranges. Alors à côté, par exemple, on a une maison retournée là sur la plage, c'est rigolo. Derrière moi, j'ai un des premiers piers de la ville de Brighton qui date du 19e siècle et qui est là, il ne sert plus à rien. À côté de là, on a un parc d'attractions aussi. Enfin bref, voilà, plein de choses rigolotes. Et là, juste devant moi, eh bien, j'ai une gigantesque tour qui mesure 160 mètres de haut et qui permet d'avoir une vue panoramique sur toute la région. Donc voilà, on trouve ce genre de choses à Brighton. Et ce qu'on peut dire aussi, eh bien, c'est que les routes nous font un peu mentir. Alors on a dit que la plupart des infrastructures en Angleterre sont de mauvaise qualité, mais entre Eastbourne et Brighton, eh bien, on trouve quand même des routes qui nous donnent franchement envie de conduire autre chose qu'un SUV familial. Donc c'est une bonne surprise et franchement, on a des panoramas qui sont superbes à voir.
On a quitté la côte pour rejoindre Goodwood, et qui dit Goodwood dit passage obligatoire devant l'usine de Rolls-Royce qui est établie ici depuis sa création. Alors c'est un petit peu un contraste évidemment avec notre Renault Austral qui, même s'il est haut de gamme ici dans sa version Esprit Alpine, ne peut pas rivaliser naturellement avec les modèles de cette marque de Goodwood. Alors petit point intéressant, on est allé voir l'usine et on s'est rendu compte qu'ils ont déjà des bornes électriques à haute puissance. Ils préparent l'arrivée de leur premier modèle électrique, la Spectre, qui doit arriver d'ici l'année prochaine. Juste à côté de l'usine de Rolls-Royce, eh bien, on trouve le circuit historique de Goodwood. Alors, on le sait, hein, les Anglais, ça reste de très grands fans de voitures de sport, de voitures d'exception. Eh bien, quand on marche comme ça dans ce genre de site, eh bien, on a de très très bonnes surprises. Là, par exemple, on a deux voitures absolument exceptionnelles. Alors, la première, c'est une Aston Martin Vanquish Zagato. C'est un véhicule qui n'avait été produit qu'à 99 exemplaires. Un V12 de 600 chevaux atmosphérique et une voiture qui coûtait tout de même à l'époque plus de 700 000 euros. Et à côté, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve un exemplaire de la Ford GT, la supercar du constructeur américain, avec son V6 biturbo de 656 chevaux, un véhicule qui a été construit au total à 1350 exemplaires et une carrosserie qui est très impressionnante à regarder. Donc voilà, ça c'est le genre de choses absolument exceptionnelles qu'on voit en Angleterre. Puisqu'on est au Royaume-Uni avec une Renault, eh bien on va vous parler un petit peu de la situation de la marque dans le pays. Alors par le passé, Renault était une enseigne très populaire au Royaume-Uni. Il y avait des campagnes de pub qui sont restées célèbres, par exemple sur la Clio avec le fameux Va va voum. La communauté des fans de petites sportives adorait aussi les Clio et Mégane RS. Il y avait une vraie communauté ici. Mais ces dernières années, la situation c'est un petit peu compliquée pour Renault qui a perdu des parts de marché. Elle est tombée à 2,4% de part de marché en 2022. La marque est en train de changer sa stratégie ici, comme d'ailleurs un peu partout dans le monde. Il faut savoir qu'à partir de la fin de l'année 2023, enfin le début de l'année 2024 plutôt, Renault ne commercialisera plus que des versions 100% électriques ou des motorisations hybrides e-tech qu'on commence à bien connaître chez nous. Chez Renault, ils sont de toute façon, ils vendent déjà 75% de ces modèles-là. Hein. Les versions 100% thermiques, ça ne concerne quasiment plus rien ici. Alors, la situation au Royaume-Uni est très compliquée sur l'électrification parce qu'ils viennent d'arrêter toutes les aides à l'achat pour les véhicules électriques. Mais a priori, cette politique devrait un petit peu évoluer au sein des mois à venir avec de nouvelles aides qui devraient voter. Chez Renault, ils nous disent qu'ils sont assez confiants sur l'adoption des clients de, par exemple, la Mégane e-tech 100% électrique. Ils ont apparemment beaucoup de commandes et ils sont confiants aussi sur l'amélioration du réseau de recharge dans le pays. Mais sur ce plan, a priori, au Royaume-Uni, on est en retard par rapport à la France. Après Goodwood, on continue de remonter dans l'Angleterre. Cette fois, on s'est arrêté à Bicester et plus particulièrement à Bicester Heritage. Alors, c'est en quelque sorte un véritable village qui est uniquement consacré à la voiture de collection, restaurée sous toutes ses formes. Dans ce petit village, on a ici le garage de Classic Performance Engineering. Et regardez, il y a des voitures absolument magnifiques. Regardez ce Renault Austral. Non, on plaisante, hein. C'est pas du tout ça qui nous intéresse ici. Venez avec moi alors. Il y a plein de voitures ici qui sont restaurées. Une jolie Jaguar, une Porsche 911 de première génération qui est entièrement reconstruite, une petite MG Roadster. Et là, ici, eh bien, c'est la seule Formule 1 à jamais avoir utilisé une transmission à 4 roues motrices. Elle était pilotée par Stirling Moss en 1960 et 1961. Et à côté, là, vous avez une Ferrari 250 Lusso.
mais pas n'importe quel Lusso. Ça, c'était un prototype de pré-série. Alors c'est pour ça qu'il y a quelques petites différences par rapport à la Lusso définitive, comme par exemple ici, cette prise d'air, ou à l'arrière, les feux qui ont un style un petit peu différent. À côté d'elle, on a une superbe Corvette C2 Stingray. Alors, ce n'est pas une split window, mais la voiture est quand même absolument magnifique. Et là, ici, c'est une bizarrerie absolument incroyable. Vous connaissez Bentley. Bentley, ce sont des grosses limousines. Et même dans les années 20, quand ils faisaient des voitures de course, c'était des voitures qui étaient monstrueuses, c'était des tanks. Et bien celle-là, par contre, elle ressemble à une Formule 1. Elle a une histoire qui est très spéciale. En gros, elle a été imaginée en 1970 par Bentley. Ils ont construit un châssis, mais ils l'ont jamais fini. Après coup, quelqu'un a racheté ce châssis pour essayer de construire toute la fin de la voiture qui allait avec. Donc, ils ont installé un V8 6 litres 3 quarts qui datait du début des années 70 et ils ont fini la voiture. Et donc, vous avez une Formule 1 Bentley. Incroyable. Alors là, attention, on est vraiment dans l'Angleterre rurale. Il y a de la boue partout, on est en train de s'en mettre plein les chaussures. On est ici pour une raison très spéciale, c'est que derrière moi, il y a un petit magasin qui s'appelle Diddley Squat Farm Shop. Ce petit magasin, il appartient à un certain Jeremy Clarkson. Vous savez, le célèbre présentateur automobile anglais qui travaillait il y a longtemps pour la BBC Top Gear, qui ensuite est passé chez Amazon Prime. Eh bien, ce Jeremy Clarkson, il y a 2 ou 3 ans, il a décidé d'acheter une ferme, de devenir fermier et de montrer ça dans sa propre émission. Donc sa ferme, elle est juste derrière. Il a des moutons, des porcs, etc. Plein d'animaux, plein de légumes qu'il cultive. Et c'est devenu très célèbre ici. Alors les voisins se plaignent beaucoup parce que les gens affluent en nombre ici pour venir acheter des produits souvenirs de sa ferme. Alors regardez derrière, il y a une queue énorme de gens qui patientent pour entrer à l'intérieur. Donc il y a des voitures qui sont garées partout, les voisins se plaignent, ils essaient de l'empêcher de faire son restaurant, de construire d'autres choses, etc. Mais voilà, donc ici on est sur les terres de Jeremy Clarkson, le plus célèbre de tous les journalistes automobiles. Quand tu veux un t-shirt, tu achètes une pomme de terre genre à 15 € et il te file un t-shirt avec. On la voit pas la ferme. Oui, elle doit être là quelque part. Je reconnais les collines un peu. La Laguna de Patrick dont on parlait tout à l'heure, il l'a acheté en 2009 au prix neuf de 27 000 €. Donc c'est beaucoup moins cher que le premier prix de l'Austral qui démarre aujourd'hui à 34 000 € dans sa version 130 chevaux essence. Mais l'inflation est passée par là. Aujourd'hui, cette Laguna à 27 000 € dans sa version DCI 90, elle vaudrait un peu plus de 33 000 €. Donc finalement, le différentiel de prix, il n'est pas si important que ça, surtout si on prend en compte l'équipement supérieur dès la première version de l'Austral aujourd'hui par rapport aux voitures de l'époque. On n'arrête pas le progrès. Cette Austral, pour bénéficier du système Open Air avec les services connectés de Google, il faut payer au moins 36 500 €. Et pour la version très haut de gamme qu'on a actuellement, c'est-à-dire la version Esprit Alpine avec le moteur E-Tech hybride de 200 chevaux, l'addition, elle démarre au-dessus de 45 000 €. Donc ça reste cher, d'autant plus que pour nous, disposer de 200 chevaux dans un véhicule comme ça, finalement, ça n'apporte pas grand-chose parce que on n'a pas une mécanique qui est très intéressante à pousser et donc voilà, il n'y a pas de bénéfice particulier à ça. Au final, le seul désavantage des voitures neuves actuelles par rapport aux anciennes berlines diesel familiales,
bien, c'est au registre de la consommation dans les voyages, parce que ici, on est à 7 litres au 100 à 130 km/h de moyenne, alors que c'est pas mal hein, comme consommation dans l'absolu sur l'autoroute, mais avec l'ancienne Laguna diesel, eh bien, on serait en dessous de ça. Donc voilà, on y perd un petit peu en consommation. Alors forcément, si on était en ville, grâce au groupe motopropulseur hybride, eh bien là, c'est l'inverse, on prend l'avantage grâce à cette technologie. Mais on se dit que si on avait ce groupe motopropulseur hybride dans une berline ou disons un break comme on pourrait avoir avec une talisman break, eh bien on y gagnerait encore un petit peu en consommation par rapport à tous ces SUV qui fatalement, dès qu'on roule à 130 km/h, sont un petit peu pénalisés par leur aérodynamisme. Notre road trip touche à sa fin, on est arrivé dans Londres et Eddie Clio nous a amenés dans un endroit vraiment spécial, ça s'appelle Joe Macari. Et c'est pas compliqué, tout ce qu'il y a de plus exceptionnel dans toute l'histoire de l'automobile, eh bien c'est ici. Là vous voyez, on a une banale Lamborghini Diablo. Si on continue là, on a une Jaguar Type E, on a une Ferrari 250 Short Wheelbase aussi, une des plus belles voitures de tous les temps. Derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, une Maserati MC12. Ça, c'est très très rare, il n'y en a eu que 25 dans le monde. Il faut savoir que c'est une voiture qui vaut sans doute plus de 3 millions d'euros actuellement sur le marché de la collection. Porsche Carrera GT, des Ferrari de toutes les époques. Et on a même le Saint Graal de l'automobile, ici, chez Joe Macari, puisque regardez là. Bon, ça, c'est une Bugatti Veyron Super Sport. Vous me direz, on peut en voir devant les palaces de Cannes ou de Saint-Tropez l'été, c'est vrai. Mais là, à côté, eh bien, c'est une McLaren F1. Et oui, ça vaut probablement plus de 10 millions d'euros l'exemplaire. C'est vraiment la supercar la plus convoitée de tout le marché de la collection. Et à côté, eh bien, on a des œuvres d'art. Ça, c'est une Ferrari 250 California, une voiture qui est magnifique, qu'on trouve d'ailleurs dans le film La folle journée de Ferris Bueller, hein, pour ceux qui connaissent. Et à côté, eh bien, on a l'ancienne voiture la plus chère de tous les temps, la fameuse Ferrari 250 GTO, dont un exemplaire a changé de main en 2018 pour 70 millions d'euros. Alors ce n'est plus la voiture la plus chère du monde, puisque comme vous le savez, l'année dernière, il y a la version coupée de la Mercedes 300 SLR qui a changé de propriétaire pour 135 millions d'euros. Bon, alors à côté, on ne va pas faire le tour de toutes les voitures, mais tout est exceptionnel ici. Hein. On a voilà, des LaFerrari, des 599 GTO, vraiment toutes les voitures les plus exceptionnelles. Bon, et pour parler de l'Angleterre et de notre road trip, eh bien, on s'est régalé. Il y a vraiment énormément de choses intéressantes à découvrir dans l'Angleterre. Quand vous allez sur la côte, dans le Sussex, il y a même des routes assez sympas à découvrir. Et lorsqu'on est passionné d'automobile, eh bien forcément, à Londres, on fait des découvertes complètement dingues. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Et le pire, c'est que des spécialistes comme ça, comme Joe Macari, eh bien, il y en a plusieurs dans la ville. Bref, les Anglais et l'automobile, c'est quand même quelque chose.